Bonjour Charline Vanhoenacker, m'entendez-vous? Bonjour. Oui, Antoine Decaune, je vous entends très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans Par Jupiter dans quelques instants? Et nous recevons un danseur étoile à l'Opéra de Paris. Nous recevons Germain Louvet. Ah, magnifique. Eh bien, salut-le de ma part. J'aime beaucoup Germain Louvet. Bon, je reste à l'écoute. Il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Tout va bien, ou en tout cas, tout ne va pas si mal. Jean Castex a défendu aujourd'hui à Nancy, lors d'une visite d'un lycée professionnel, la rentrée des classes pour les lycéens et les collégiens. À ceux qui en douteraient, le Premier ministre l'assure, nous menons une politique équilibrée, raisonnable, au bénéfice des enfants. Jean Castex. Cette rentrée s'est tout à fait correctement passée. Les dispositifs que nous avions prévus ont été tous activés. Et on constate pendant cette première semaine de rentrée, très précisément 1884 classes qui ont dû être fermées en application d'un protocole très strict. 1884 classes sur la France entière, ça fait 0,65% des classes. Donc ça veut dire que le virus circule très peu et que le dispositif de surveillance est performant. Quant aux autotests qui vont faire leur apparition dans les lycées, 60 millions vont être livrés entre mai et juin. Au début pour les enseignants et ensuite pour les lycéens qui pourront se tester une fois par semaine. Jean Castex n'a en revanche rien dit sur les blocages aujourd'hui dans les lycées. Selon l'UNL, l'Union nationale des lycéens, une centaine d'établissements ont été bloqués aujourd'hui un peu partout en France. Le syndicat demande l'abandon des épreuves du bac en présentiel et la validation du contrôle continu. La faute à la crise sanitaire qui a perturbé l'ensemble des cours toute cette année. Illustration à Bayonne avec ce reportage devant un lycée d'Anthony Michel. Des barrières devant l'un des portails du lycée, des poubelles devant l'autre. Eléa est élève de première, elle fait partie des bloqueurs arrivés tôt ce matin. Dans cette année si particulière, pas simple d'être au niveau à 2 mois de l'épreuve. Nous on a fait à peu près casser la moitié de l'année déjà une semaine sur 2. Donc déjà sur la moitié de l'année j'ai la moitié du programme. Sur l'autre, ok, on était en présentiel donc on a essayé de rattraper. Mais là on a fait déjà 2 semaines de visio. Et en visioconférence, avoir un texte à travers un écran et essayer de faire une analyse de chaque mot à travers un écran et d'écouter une prof sans la voir, sans rien faire, etc. C'est hyper compliqué quoi. Eléa qui est censée passer son épreuve de français au mois de juin, elle espère que cette épreuve passe en contrôle continu. Toutes les autres matières sont en contrôle continu, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas laisser le français en contrôle continu. Comme l'année dernière, ils l'ont très bien fait, on pourrait exactement refaire la même chose. S'il n'était qu'une dizaine pour organiser ce blocage, plus d'une centaine d'élèves sont restés devant l'établissement et la plupart soutiennent, c'est le cas de Chana en terminale, pas tant pour son cas personnel mais pour une question d'égalité. D'autres lycées, ils sont en distanciel depuis octobre, qui n'ont pas suivi d'entraînement pour des oraux, pour un bac de philo tout simplement. Donc on n'est pas prêt et c'est injuste de laisser des lycées qui eux sont prêts et d'autres pas du tout quoi. Le blocage s'est déroulé dans le calme, l'accueil de l'établissement était partiellement ouvert. Les étudiants de prépa notamment ont pu rentrer car ils avaient un concours ce matin. Doit-on vacciner les adolescents? Le régulateur européen fait savoir aujourd'hui qu'il a commencé à évaluer le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans. Aucun vaccin n'existe pour l'instant pour les enfants. L'entreprise de biotechnologie américaine Novavax annonce de son côté, elle, avoir commencé aux États-Unis des essais cliniques sur des adolescents pour son vaccin. 3000 adolescents en tout de 12 à 17 ans. Le génocide des Tutsis au Rwanda. Le parquet de Paris a requis aujourd'hui un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction de l'armée française lors des massacres de juin 1994. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. 5 officiers généraux sont visés par l'enquête, mais ils n'ont pas été mis en examen. Les magistrats devraient logiquement ordonner un non-lieu, à moins qu'ils ne décident de relancer les investigations, ce que demandent les associations et rescapés après la publication du rapport en France sur le rôle de la France au Rwanda. Personne ne peut douter de ma fidélité à ma famille politique. Le gaullisme s'est dépassé les clivages. Renaud Muselier s'est exprimé tout à l'heure après l'annonce hier du désistement de la liste En Marche au profit de celle de Renaud Muselier pour les élections régionales de juin. Le président sortant de la région PACA estime que le dépassement des clivages est impératif pour gagner la région, mais il insiste, il n'y a pas eu d'accord d'appareil ni de fusion de listes. Il chute d'un immeuble de 5 étages, atterrit sur des broussailles puis sur un sol terreux et il est vivant. L'enfant de 1 an qui a échappé à la vigilance de sa mère a été hospitalisé au CHU de Saint-Étienne dans la Loire aujourd'hui. Il souffre d'un traumatisme facial et d'un humérus cassé. Une enquête a été ouverte pour établir le déroulé précis des faits. On parlait de déconfinement tout à l'heure. Outre la rentrée des classes, certains ont aussi pu expérimenter la fin des restrictions de déplacement au-delà des 10 km. Alors faites-vous plaisir. Allez à Arcachon. Stéphanie Scocq vous attend avec son micro. Reportage.
Arcachon, sous le soleil, pour ce premier jour sans restriction de déplacement. Une aubaine pour Stéphane qui arrive d'Alsace. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, effectivement. Même si on part régulièrement, plus on part, plus on a envie d'ailleurs de changer d'air, rien que ça. Ça fait du bien. On va faire un tour en bateau, ensuite on va aller sur la dune. On va essayer de trouver un endroit où manger parce qu'apparemment ça c'est pas forcément évident, donc ça va être sandwich sans doute. L'important c'est d'être ailleurs, même si l'eau est encore froide et que les restaurants sont fermés. Elisabeth, elle aussi avait besoin de larguer les amarres. Tout simplement de prendre l'air un peu, de changer d'horizon, et de changer de département, de changer du quotidien qu'on vit depuis un an. Sur la Jetetière, on croise un jeune couple originaire du Lot. Ils ont pris la route très tôt pour une virée express à Arcachon. À 2h30, 3h d'ici. Ça fait du bien de s'évader un petit peu. Le temps d'une journée, on va faire un petit tour au Cap Ferré, on va aller se promener un peu au bord de l'eau et puis après on va rentrer ce soir. Il y a boulot demain, oui. D'autres vont passer la semaine ici. C'est le cas de Corinne qui a encore du mal à réaliser qu'elle est enfin en vacances. J'ai l'impression d'avoir 18 ans en fait, d'avoir l'autorisation de mes parents de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, quoi, tout en gardant bien sûr les gestes de protection, barrières et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un plaisir, un simple plaisir. Un reportage de Stéphanie Scocq. Une baleine grise repérée au large cette fois de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Elle inquiète les autorités maritimes du secteur. Elle est extrêmement amaigrie, elle est mourante. Les scientifiques cherchent à la retrouver pour l'identifier et réaliser des prélèvements. Il faut savoir qu'une baleine grise n'est pas présente d'habitude en Méditerranée. On la voit uniquement dans le Pacifique Nord. 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, Pierre Hermé, invité de l'Instant M. 9h40, Sonia De Villers. Le meilleur pâtissier reprend sur M6 l'occasion pour Pierre Hermé de réfléchir au poids de l'image, télévision et réseaux sociaux dans la confection d'un gâteau, où il sera question de sucre, de crème, de tatin, de forêt noire et de tarte au quetch. L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h40. Lui, c'est Arthur. Il est fier car il ne paye plus son électricité. Et oui, avec Enercop, il ne paye plus simplement ses factures d'électricité, il investit dans la transition énergétique citoyenne. Son argent ne part pas dans les poches d'actionnaires, il rémunère directement des producteurs locaux d'énergie renouvelable. Comme Arthur, donnez du sens à vos factures. Rejoignez en quelques clics la coopérative d'électricité 100% verte et locale, 0% nucléaire sur enercop.fr. Enercop, l'énergie militante. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver, Charline. Oh là là. C'est par Jupiter, oh là, ça fait trop du bien. Ben oui, et pourtant c'est tous les jours. Hein. Oui, c'est ça, mais moi ça faisait longtemps. C'est vrai, on est heureux de vous retrouver. Merci Laetitia. Bah de rien. Merci Laetitia. Bah de rien. Nous aussi. On entend 2 fois Charline. Bien. 9h dans le théâtre occupé de Par Jupiter. On reçoit Germain Louvet, la classe. Oui, figure-toi, c'est seulement la 2e fois qu'on reçoit un danseur étoile dans l'émission. Oh là là, moi j'y connais rien de rien. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à l'inviter avant alors C'est que j'y connais trop rien moi non plus. En fait. Ben, on n'est pas le public cible, hein. C'est un truc de bourgeois l'Opéra de Paris. Hein. Moi tu vois, je suis plus sur le gainage. C'est un truc de prisonnier quoi, le gainage. Mais enfin c'est passionnant le monde de la danse classique. Attends, moi une fois j'ai vu Danse avec les stars. Ouais, et moi je sais faire des pointes. Regarde les pointes que je... Aïe, ah non, je sais pas. Oh là là, on n'est pas rendu. Bon, vous savez au moins ce que c'est qu'un coryphée Un quadrille. Non mais pour 17h je saurais. Hein. Le corps de ballet, comment il est composé de ballet. De danseurs. Oh la honte. Mais moi je vais pas pouvoir faire cette émission avec vous. Hein. Oh, ça va, on a déjà reçu l'intellectuelle chilienne, on n'a jamais mis les pieds au Chili. Hein. Ouais, puis des fois on reçoit un navigateur, puis Guillaume il est malade en bateau. Bah, voilà. Oh, quand je pense qu'on reçoit Germain Louvet, l'étoile rouge, et que vous êtes dans le caniveau de la connaissance artistique. Attends, pourquoi on l'appelle l'étoile rouge? Eh bien parce qu'il est très engagé à gauche, il a fait grève contre la réforme des retraites. Oh, j'adore. Mais ça je connais par cœur la réforme des retraites. Hein. Non mais parce qu'il s'intéresse au climat, parce qu'il s'intéresse au sort des migrants. Ah non mais attends, mais on est carrément à l'aise là. Mais il lutte contre la surconsommation aussi. Je parie qu'il est végétarien. Oh là là, si ça se trouve il est même vegan. Non, mais vous emballez pas là-dessus, c'est un danseur étoile. Le ballet, ça demande un régime spécial, d'accord? Ah, un régime spécial de retraite, mais ça je sais moi. Non hein? Pour le ballet, la danse oui. On va parler d'art, d'opéra, merde à la fin. Ok, oui. Bah t'énerve pas Juju, hein. ça va le faire. Hein. D'ailleurs, j'y repense, moi j'ai un contact à la CGT Opéra de Paris. T'inquiète Juju, ça va le faire. Ça va le faire. La danse, l'art, l'opéra, merde. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'espace culturel Roselyne Bachelot.
faisait longtemps. Voici la devise. Là où il y a de la gêne, il y a une alliance politique en PACA. Voici le sommaire. Que voit-on aujourd'hui quand on regarde la Méditerranée ? Les milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui s'y sont noyés depuis le début de la crise des réfugiés. Encore 600 depuis janvier, dont 130 quasiment sous les yeux des sauveteurs de l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée qui, heureusement, vient encore de débarquer, de sauver 236 personnes mises à l'abri. Vous m'avez sauvé ma vie. Oh, je vous dois une fière bretelle. L'Opéra de Paris a lancé une réflexion sur les œuvres du répertoire qui véhiculent des stéréotypes racistes ou sexistes. Un rapport qui questionne aussi la diversité parmi les danseurs et excite les plus conservateurs qui y voient une cancel culture galopante. La France a peur. La France n'en peut plus. J'ai mal à ma France. Une free party par définition, c'est une fête tellement en liberté qu'elle peut être dans les champs. Mais en temps d'épidémie, c'est niette. Même régime que les boîtes de nuit et autres dancing. Du côté de Dijon, dans les Côtes d'Armor et autour de Paris, elles ont quand même ce week-end essayé d'être quand le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, leur demandait de patienter un peu. Un dialogue de sourds. Mais merde, j'ai envie de m'amuser, moi! La vie, c'est parfait pour s'amuser. Mais si, puisqu'à mes côtés, il y a aujourd'hui Juliette Arnaud. Oui, et à mes côtés à moi, une équipe de petits rats. Avec d'abord celui dont je ne connais pas la souplesse physique, nous n'en sommes pas là encore, mais comment ne pas admirer sa flexibilité syllabique et sa plasticité élocutoire, tout au service de sa colère, de ses colères. Oui, Dia. Salut. Alors, j'ai pas mieux par rapport à ce que tu as dit avant. Mais c'était bien. On va parler dans la joie et l'allégresse de la guerre civile. Ah ouais, la joie et l'allégresse. C'est important. Ensuite, celui qui n'est pas possédé par le génie de la danse, mais par son cousin, le démon du gainage. Oui, c'est vrai. Élément absolument indispensable pour encaisser les opinions sauvages sur le bitume, Guillaume Meurice. Bonjour à toutes et à tous. Ma chronique anthropologie aujourd'hui. Je suis parti à la recherche des écolos de droite. Certains disent qu'ils existent sans jamais en avoir vu. Alors bon, je suis allé dans la rue et... Je suis écolo, je suis de droite. Oh, allez, eh bien, allez, réponds à ça, Théodore Monod. Enfin, celle dont l'absence de gauchisme n'est pas la seule spécificité, elle est aussi la seule de l'équipe à avoir comme hobby la barre au sol, la seule de l'équipe à pratiquer le pas de bourré à jeun, la seule à avoir un en dehors et à savoir ce que c'est, Clara Dupond-Mono. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Alors Clara, de quoi parlons-nous aujourd'hui? D'une bande dessinée qui s'appelle Alicia, prima ballerina assoluta. Et voici celui qui va montrer toute sa souplesse face à la raideur de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Germain Louvet. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Germain Louvet, bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Non mais Clara ne se sent plus, ça y est. Clara a des vapeurs. Clara a 14 ans. Il faut dire qu'elle fait de la barre au sol, Clara, c'est pour ça. Germain Louvet, vous êtes plus jeune danseur étoile nommé à l'Opéra de Paris ? Alors non, désolé de vous décevoir. Déjà. Oh bah non, ça commence mal. C'est moi qui me déçois. Non, il y a eu des danseurs et des danseuses nommés plus jeunes, notamment la grande Sylvie Guilhem qui a été nommée à 19 ans, je crois, et d'autres danseurs qui sont actuellement danseurs étoiles comme Mathieu Gagnon qui a été nommé à 21 ans. Et vous, c'était quel âge ? 23. Ah ouais. Comme, je vois bien. Comme mon collègue Hugo Marchand aussi, et Paul Marc qui vient d'être nommé, qui a 23 ans également. Très bien. Bon, je vais revoir mes fiches pour cette émission. Donc, ça bosse, toujours. Alors, après la grève contre la réforme des retraites et de nombreuses représentations annulées, vous avez enchaîné avec la pandémie. On avait un bon timing, ouais. Oui, je pense. Et donc, une question s'impose pour un danseur étoile qui est plutôt engagé à gauche. Aujourd'hui, comment se porte le collectif ? En général, dans la société ou à l'Opéra de Paris ? À l'Opéra de Paris, oui. Je pense qu'on est dans une période où justement le collectif a jamais eu autant de résonance et d'importance. Déjà sur les rapports humains, en fait, sur les liens qui nous unissent. En fait, ça a permis, cette grève, même si on n'était pas tous d'accord, a permis en tout cas de prendre conscience de notre force collective et des différences générationnelles qui forcément créent du débat, créent de la réflexion et de nos différences en général, comme là récemment, donc je sais que c'est un sujet qu'on va aborder sur la diversité aussi. Tous ces sujets-là, en fait, sont des sujets de discussion. Et la discussion, on peut imaginer que la danse, en tout cas, c'est pas la priorité dans un studio de danse que de discuter. Et en fait, c'est quand même important de pouvoir se comprendre et bien discuter quand on est les uns avec les autres, pour ne pas dire sur les autres, quand on est en train de se porter, évidemment.
c'est important de comprendre ce qui anime les uns et ce qui exaspère les autres. Est-ce que vous avez déjà eu envie de lâcher quelqu'un parce que vous continuez d'être de droite, par exemple? Alors non, pas pour cette raison-là, non, pour aucune raison, mais il faut bien s'entendre, hein, ça c'est sûr. Hein, quand on joue 3 heures et qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, et puis qu'on risque un peu, peut-être pas notre vie quand même, faut pas exagérer, mais des manipulations un peu acrobatiques, c'est sûr qu'il faut bien se comprendre. Donc vous avez fait de cette attente quelque chose, une discussion. Et aussi, autre question, vous, Germain Louvet, comment allez-vous? Comment va le corps du danseur qui, avec une telle exigence... Juliette, oui, Juliette, vous me regardez, oui. Non, mais je sais, elle allait me faire rire à cette question. Comment va le corps de Germain Louvet? Oui, ça va, oui, ça va. Oui, je suis toute rouge, oui. Bon, alors, il est danseur, c'est son outil de travail. Oui, elle prépare son coup depuis ce matin. Depuis ce matin, je vous le dis, quand tu vas dire le corps de Germain Louvet, tu vas être toute rouge, tu vas avoir chaud, très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut passer Moi qui ai chaud, là, maintenant. Comment va le corps du danseur? Ça demande une telle exigence. J'imagine que vous avez continué à vous entraîner. Je ne sais pas si on dit vous entraîner. Oui, si, tout à fait. Ouais, on a Il fait des cours sur YouTube. Ouais, ah oui. Je me suis reconverti en youtubeur. Non, le corps des danseurs va pas très... Enfin, c'est surtout les esprits des danseurs qui va pas super bien aujourd'hui dans le monde et en France aussi. Les corps, on continue en effet à s'entraîner depuis le mois de septembre. En fait, le premier confinement, évidemment, était strict pour nous comme pour tout le monde. Donc, on a fait comme on pouvait en s'accrochant à notre table à manger, à notre frigo chez nous et en se motivant comme on pouvait. Depuis septembre, on a repris les entraînements, les répétitions avec plein de mesures protocolaires, de gestes barrières, de tests, etc. On a pu redanser dans la petite fenêtre du mois d'octobre un programme spécial sur le proscenium parce que la scène était en travaux, timing également oblige. Non mais c'était quand même assez logique sur le moment puisque la scène qui devait être en travaux maintenant jusqu'à cet été. Ça a été avancé sur l'été dernier et ça a empiété sur le mois de septembre. Donc on a quand même eu cette chance-là et puis depuis 6 mois, on attend. On se posait la question avec Charline. Votre danser, c'est inventer un langage qui n'est pas avec les mots. Et là, vous vous retrouvez dans une interview radiophonique, donc il n'y a pas de... Vous avez un masque. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est le sommet de la difficulté pour vous? De parler? D'être dans seulement avec les mots et même pas le visage puisqu'il y a un masque. Oui, oui, en tout cas, on n'est pas formé pour s'exprimer par la parole. En revanche, on est formé pour se retrouver dans des situations pas forcément confortables. Et donc non, je suis pas ultra à l'aise avec mon masque. En effet, à jongler avec les mots et à parler de plein de sujets d'actualité. Mais en même temps, c'est aussi sans parler du fait que je sois danseur, c'est aussi en tant que personne, que citoyen et qu'acteur de ce monde dans lequel je suis, qui parle dans le micro. Germain Louvet, vous allez remonter sur scène dans Roméo et Juliette de Rodolphe Nureyev en alternance. Je vois la date du 10 juin, ça y est, c'est... Nous, à on y l'opéra. croit, si le gouvernement y croit, on y croit. Nous, on suit les mesures. En fait, c'est un peu ça notre quotidien depuis ce deuxième confinement du mois d'octobre. Nous, on s'entraîne, on est prêt à jouer à chaque fois. On maintient notre planning parce que c'est compliqué, un planning de maison d'opéra et de ballet. C'est des dates fixées, des invitations de chefs d'orchestre, de chanteurs, des programmations, les décors, les costumes, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc nous, on reste sur notre programmation et on est prêt à jouer à chaque fois au moment des spectacles. Jusqu'à maintenant, du coup, on transformait les spectacles en captation. Donc soit plusieurs captations, soit une captation, donc pas toutes les distributions. C'était ça un peu la réalité difficile pour nous danseurs, sans parler du fait qu'une captation, des caméras, ça remplace pas la chaleur d'un public qui vit le spectacle avec nous et qui fait corps avec nous. Et donc là, pour la première fois, on a peut-être cet espoir de jouer pour de vrai. Alors que l'Opéra de Paris va présenter sa saison le 19 mai par écran. Déjà encore. Oui, bien sûr. Ouais. Donc on a hâte de vous retrouver sur scène. Venez faire corps avec Je ne sais pas Germain qui a le Louvet. plus hâte, nous de vous retrouver ou le public de nous retrouver. En tout cas, on a tous hâte. Le 10 juin. C'était pour vous, Juliette. Entre le 10 juin et le 10 juillet, dans Roméo et Juliette, en alternance. Vous avez aussi participé au tournage du film de Cédric Clapiche, Encore. Encore, toujours le corps, hein, Juliette. Ouais. Sortie prévue. Je sens qu'il va se passer un truc. Juliette. Ça va partir en MeToo, là. Oui. Je pense que faut mettre un petit peu de musique. Je pense que Juliette, calmez-vous.
Elle est pas du tout calme. Hein. Elle respire plus, amenez-lui de l'eau. Germain, arrêtez de la regarder comme ça. Ah oui, je vais tourner vers la gauche. Regardez-moi plutôt. Allez. Buena Vista Social Club. On danse au bois frais, à Cuba. Allez. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris, est en notre compagnie. Et avec lui, Juliette. Eh bien, sa groupie numéro 1, Clara Dupont-Mono, et ses deux futurs élèves, Walidia et Maurice, bien sûr. Redoublant. Et l'information. Si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. Le journal de presque 17h17. Laissez-moi sortir. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de la première étape du déconfinement. Bah non, on pourra pas parler de ça. Non, Bah, Charline. comment Bah ça non, la France a sombré dans la dictature, Charline. C'est Francis Lalanne qui l'a dit, on est muselés là. Ah oui, c'est vrai. On peut plus rien dire, Oui, Charline. c'est vrai. Alors On parlera aussi de Christophe Castaner. Mais non, c'est la dictature, Charline, qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? C'est la fin du monde, là, Charline, c'est Francis Lalanne qui l'a dit. Et enfin, on reviendra dans le plus grand des calmes sur l'interview de Guillaume Meurice dans Le Monde Campus. Ah bah d'accord, vous allez vous foutre de ma gueule, ouais, d'accord, on cherche à me faire taire. C'est la dictature, Charline. Vous êtes bâillonnés, mon Dieu, si seulement. Allez. On commence par le déconfinement. Oui, depuis ce matin, les Français n'ont plus besoin d'attestation pour aller au-delà de 10 km autour de leur domicile. D'attestation? Oui, Guillaume, le papier qui permet de justifier vos déplacements. Ah bah, ne me dites pas que vous... Ah oui, l'attestation, Ouais. le papier pour les déplacements. Oui, non, mais je remplissais bien tout les cases et tout. Me relancez pas parce que ça va être un malaise là. Okay. Lors du défilé du 1er mai, des militants CGT ont été pris à partie et ont subi des jets de projectiles. Bon, en même temps, il faut se poser les bonnes questions. Regardez, les militants PS, ils n'ont pas eu de problème.
Peut-être parce que ça fait longtemps que le PS a abandonné les défilés du 1er mai. Voilà, la culture de l'excuse. Ah bah bravo, laxiste. Vivement que Francis Lalanne revienne, tiens. Média à présent, interviewé par Le Monde Campus, un certain Guillaume Meurice. Eh bien, vous avez déclaré, je cite, ma mère me disait de faire du théâtre pour canaliser mes conneries. C'est un conseil qu'on aurait aussi pu donner à Manuel Valls. Oui, et à Marlène Schiappa. Oui, à Gérald Darmanin aussi. Ouais, bon, je pense qu'on en a compris. Et à Charline Vanhoenacker. Voilà. Oui, c'est chaud. Voilà. Allez, on enchaîne. Enchaînons. Le maire de La Baule demande une réouverture des discothèques le 30 juin. Christophe Castaner aurait été vu faisant les 100 pas devant l'entrée. Tiens, d'ailleurs, avant de partir à La Baule, Castaner, il était invité de la matinale de France Inter et il a fait une révélation stupéfiante. Je viens de la gauche, je reste de gauche et je l'assume parfaitement. Waouh! Et tout ça sans se claquer les adducteurs. Hein. C'est vrai, c'est la soude, Germain? Là, vous appréciez. Oui, là, je suis impressionné. C'est le Nadia Comaneci de Forcalquier, on l'appelle. Régional, Jean Castex annonce le retrait de la liste LREM en PACA au profit du candidat LR Renaud Muselier. Quoi? Non! Mais je tombe de ma chaise. LREM se retire pour faire place à un candidat de droite. Cela signifierait que LREM serait de droite. Oh non, c'est pas vrai. Guillaume, vous avez jamais écouté votre mère en fait, vous avez jamais fait de théâtre. Le pire, c'est que si. Bon. Alors évidemment, chez LR, on n'apprécie pas tellement cette nouvelle alliance. Oui, Christian Jacob a dénoncé des petites manœuvres électorales. Éric Ciotti a parlé d'un coup de poignard dans le dos. Et Jean-François Copé a réclamé la démission de Christiane Taubira. Bref, un lundi classique en fait, chez les Républicains. Voilà. International à présent, une discothèque de Liverpool accueille 6000 fêtards pour des sets de Fatboy Slim, de Laissez tomber, on enchaîne. Oui, enchaînons. International toujours. Voilà. Au Royaume-Uni, un homme a réussi le défi fou de se garer sur toutes les places du parking de son supermarché en 6 ans. Ça va, Charline? Non, ça va pas. Ça va pas. Moi, j'essaie de trouver d'autres actus que le Covid ou les régionales et puis j'y arrive pas. Oui, non, mais ça va aller, ça vous inquiétez pas. On va parler des alliances entre les listes de gauche au soir du premier tour dans la région Poitou-Charentes. Ça va aller. Allez, reposez cet article de fait divers tout doucement sur le sol, Charline, et concluez. Oui, d'accord. Alors, Cognac, il poussait son scooter sans pantalon et sans sous-vêtements. Ah, bah voilà, Patrick Bruel s'est déconfiné. Merci Guillaume Meurice. Il est 17h26 à Chalon-sur-Saône. C'est là d'où vous venez, n'est-ce pas, Germain Louvet. Avec nous, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Et on va aborder ce premier thème avec vous. L'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée, a encore pu sauver 236 personnes qui ont été débarquées en Sicile samedi. Quelques jours auparavant, les sauveteurs sont arrivés trop tard, quasiment sous leurs yeux, quelques corps parmi 130 réfugiés que la mer avait déjà pris. Aujourd'hui, dans Libération, en une, Roberto Saviano s'emporte contre la lâcheté de l'Europe, d'autant qu'une enquête du même journal montre que Frontex est parfois complice. L'agence des gardes-côtes européens est soupçonnée d'avoir participé à des renvois forcés de migrants. Mais qui sont ces agents de Frontex pour faire ça? C'est quoi la vie de ces gens pour en arriver là? Seule une métaphore peut nous éclairer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un système d'alerte audiovisuelle couplé avec un circuit radar dernier modèle. Un circuit radar? Mais pourquoi faire? Je vais vous montrer. Tout étranger franchissant l'enceinte de la propriété déclenche des alarmes. Il est immédiatement pris en charge par le radar. L'écran vous permet de situer l'étranger et de suivre infailliblement ses déplacements. Et vous voyez tous ces boutons. Oui. Chacun déclenche un piège. Tenez par exemple celui-ci. Démasque une ancienne oubliette. Venez voir par là. Ceci dégage de la fumée partout. Votre nouveau jeu vous plaît? Oui. Vous appuyez sur les boutons et le type se prend tout seul. Comme pour les poissons. Voilà. Et voilà, le gendarme en balade, c'était la dernière petite bouffée de rigolade. On ferme la parenthèse rigolarde pour aborder ce sujet. C'est le thème que vous avez choisi d'aborder, Germain Louvet. Il faut se rendre à l'évidence, le drame de ce début de siècle est relégué au second plan pour l'instant. C'est pour ça que vous souhaitiez en parler? Oui, disons que je trouve que quand on regarde ce qui se passe actuellement, je vois pas beaucoup de thèmes en fait qui sont plus brûlants et en fait dans l'urgence pour lesquels il faut s'occuper. On voit en effet, vous en avez un peu parlé sur
sur la possibilité de certaines déboires de Frontex, des gardes-côtes libyens, de l'Italie, des ONG qui sont accusées d'être payées par des entreprises maritimes, etc. En fait, j'ai l'impression que parmi tous ces problèmes de trafic, de politique, je pense que l'urgence, c'est quand même en premier lieu d'aller sauver les personnes qui sont en train de mourir. Et là, c'est justement un exemple criant de ce qui ne s'est pas passé, de renvoi de balles pendant plusieurs heures, et qui a mené donc à ce naufrage complètement aberrant. Ouais. Je trouve que c'est ça que je trouve criant quand tu regardes un petit peu la liste des actus, des infos qui se passent en ce moment. Oui, il y a les élections régionales, c'est très important, il y a la montée de l'extrême droite. Enfin, évidemment, il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de se pencher. Qui sont liés à ça d'ailleurs, finalement, les régionales en PACA, ou la montée du populisme, c'est aussi lié à... Oui, tout à fait. Mais je pense que la réalité, c'est quand même juste de se bouger. Et en fait, moi, je ne peux pas comprendre d'autres raisons, en fait, d'autres excuses que je ne comprends pas pourquoi nos gouvernements, l'Italie, la France, l'Union européenne n'est pas plus proactive sur ce sujet. Et au contraire, on voit qu'au contraire, elle se désengage un peu petit à petit de la mer Méditerranée pour se dédouaner de toute faute. Oui, on renvoie à lâcheté dont parle Roberto Saviano à propos de l'Europe dans l'Ibé aujourd'hui. Il y a une autre chose qui dit Roberto Saviano, qui est donc journaliste et écrivain. Il dit il faut qu'on crie. C'est pas normal en fait que le seul moyen c'est de hurler, et quand le journaliste lui dit oui mais ça pourrait être du populisme, il dit non mais il faut vraiment se faire entendre. Et prendre position. Mais très fort. Oui bien sûr. Ouais. Mais déjà, prendre position, c'est déjà de base un truc que les politiques aujourd'hui ont du mal à faire. Ça leur brûle un peu les doigts aussi. Donc, ou alors, pour le coup, ils prennent position dans l'autre sens et c'est beaucoup plus facile, confortable. Et puis, ça leur assure aussi un tissu électoral qui est évidemment lié à cette question puisqu'ils manipulent l'information. Mais aujourd'hui, prendre position dans l'autre sens, c'est en fait se lever contre. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est que tu prends position pour ce sujet-là, et donc forcément tu es dicté politiquement, et donc forcément tu dois aller contre-courant et tu dois prendre en charge cette... Non, en fait il a raison en disant il faut crier, parce qu'il faut crier pour crier plus fort que le reste. Et d'ailleurs, parmi les autorités européennes, il n'y a guère que le pape qui a vraiment parlé de ce naufrage de 130 migrants, dont on a parlé parce que l'Ocean Viking est arrivé un peu trop tard et a vu, et donc a pu témoigner, et sinon ça n'aurait pas fait les titres des journaux. Mais voilà, le pape pendant l'Angélus, sinon il n'y a pas de nos autorités. Si on en est là, quoi. C'est pas eux qui vont hurler, donc il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Après, il y a une vraie réponse pourquoi ils le font pas, c'est parce qu'ils sont racistes. Hein. C'est parce que c'est des Noirs. Parce que ça serait des Norvégiennes blondes aux yeux bleus. Justement, pour apaiser le débat, moi j'ai un truc toujours pour apaiser. La solution, moi Lydia. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mes petits syndicalo constipés, djihado-complotistes, vaccinos-réfractaires, immunodéprimés. J'en ai rajouté, c'est ce que vous datez. Comment ça va? Moi, niveau moral, là, je suis au bout. Là. Je suis entre le patron de boîte de nuit et le livreur Uber Eats. Attacher les cordes, fermer les fenêtres, c'est terminé. Parce que l'annonce du calendrier de déconfinement, là, c'est bien beau. Mais si on n'accélère pas la vaccination, cet été, le virus, il va nous susurrer à l'oreille. Je reviens te chercher. Tous les variants, je vais être là. Que tu m'attendais. Et comme si le Covid suffisait pas, il y a un petit Roland de guerre civile qui monte au nez la sournoise, comme un paix silencieux dans l'ascenseur, avec l'appel des généraux à la retraite qui veulent que l'armée se dresse contre les hordes de banlieue. Vous savez, toutes ces meutes là qui déferlent de leur quartier tous les jours pour conduire nos VTC, nettoyer nos bâtiments, faire la plonge dans nos restaurants, torcher nos vieux dans nos EHPAD. On est chez nous, merde! D'ailleurs, j'ai jamais compris les gens qui scandaient des on est chez nous, alors que la plupart d'entre eux ils sont locataires. C'est-à-dire que concrètement, même chez toi, t'es pas chez toi. Tente un retard de loyer, tu verras que ton proprio, tu peux pas le payer en xénophobie. Faudra dire on est chez nous avec un bail de 3 ans sous tacite reconduction. Être nationaliste, ça n'empêche pas d'être précis. Et tous ces gens qui aiment tellement la France et qui voudraient la voir plonger dans une guerre civile, du coup, ils oublient vite que dans l'armée, il y a beaucoup de gens issus des quartiers populaires dans lesquels ils veulent envoyer l'armée, justement. Pour les motiver à tirer sur leur propre famille, il faudra peut-être faire mieux qu'un caca nerveux de grabataire en képi. Parce que tu vas les envoyer tirer dans la cité, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont monter boire un café chez maman. Les banlieusards qui se tirent dessus entre eux, en général, c'est pour le trafic de drogue, c'est pas pour faire plaisir à valeurs actuelles. Les hordes de banlieue, je m'en remets pas en fait de cette expression. J'en parlais avec un pote de mon ancien quartier, je lui disais que ce terme constituait une relégation insupportable d'êtres humains à un statut de sauvage décivilisé, ce à quoi il a rétorqué sans embâche que l'animalisation des individus était un reliquat persistant d'une empreinte coloniale profonde et entretenue. Attendez, il a vraiment répondu ça C'est quoi? C'est parce qu'on est des mecs de quartier, on sait pas parler, c'est ça? Non, mais non, mais je déconne, il a dit ferme ta gueule, j'aime pas qu'on me parle quand je découpe le shit.
Hein, et tu m'as fait faire des 12 grammes au lieu de 10, putain, t'es chiant. Ah bah oui, dans les quartiers, il n'y a pas que des gens qui acceptent docilement leur exploitation. Il y a aussi un côté obscur. Il y en a qui ont un casier judiciaire tellement rempli, on dirait des hommes politiques. Hein, mais ils sont pas heureux de vendre de la drogue. Ils aimeraient bien faire autre chose, je sais pas moi, détourner des fonds publics, par exemple. Mais ils sont pas élus. Puis là où ils habitent, il n'y a plus de fonds publics depuis longtemps. Donc c'est bien beau de pousser à la guerre civile à longueur de tribune et d'émissions de télé, mais quand ils vont débarquer cagoulés, calache en l'air, en roue arrière sur des T-Max volés avec des pitbulls croisés sangliers qui courent à côté, faudra pas compter sur les chroniqueurs de CNews pour te défendre. Hein. Parce que sur les plateaux, ils sont chauds bouillants, mais sur le terrain, je garantis pas le cardio. Hein. Si par malheur ça arrivait, les Pascal Pro et les Jean Messia, ils vont pas prendre les armes, ils vont prendre la fuite. C'est ceux qui hurlent à la guerre civile, c'est toujours ceux qui pensent qu'ils auront le temps de se barrer avant que ça commence. Tu n'es pas prêt de voir un Zemmour sur le front. Hein, déjà parce que quand ça bouge, dit guerre civile, son corps il crie sanatorium. Et puis en ce moment, il a pas le temps. Hein. Faut déjà qu'il s'occupe de ces accusations d'agression sexuelle. Hein, c'est assez chronophage. Puis c'est audacieux, venant de la part de quelqu'un qui a dit que les étrangers mineurs isolés étaient tous des violeurs. Hein. Lui, ce serait plutôt un majeur avec qui vaut mieux pas s'isoler. Si on en croit le témoignage de plusieurs femmes, contre qui il ne portera pas plainte en diffamation. Alors quand on est calomnié et qu'on porte pas plainte en diffamation, c'est soit qu'on est très très gentil, soit qu'on veut pas qu'on mène une enquête. Hein. Donc pour Zemmour, je vous laisse décider lequel des deux c'est. Hein, sa seule réaction pour l'instant, c'est « je n'en ai aucun souvenir ». Mais personne ne va y croire. Zemmour, c'est un mec qui se rappelle de ce qu'a mangé Napoléon le 18 Brumaire à midi. Mais il sait plus qu'il a tripoté ces 15 dernières années. La bonne réponse, ça aurait été non, je l'ai pas fait, par exemple. Parce que dans l'esprit des gens, quelqu'un qui dit « j'en ai aucun souvenir », ça laisse que deux interprétations. Soit tu mens, soit tu le fais tellement souvent que tu te souviens plus spécifiquement de cette fois-là. En fait. Donc bon, à force de laisser déblatérer ces pouces au crime, là, grassement rémunérés par des médias qui oublient surtout pas de balancer des pubs entre deux appels à la haine, on n'a pas fini d'avoir peur qu'elle éclate cette guerre entre Français. Et si ça arrive, quoi et moi, on va tous être très nostalgiques du confinement. Walidia, hein? Et ça fait du bien, non, ça, Germain? J'étais en apnée, ouais. Ça défoule. Ouais, toujours. Merci Wally. On peut vous revoir en vidéo, bien sûr. On peut se le repasser, hein, why not? On écoute Gaëtan Roussel. Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Surmonte, quand on respire l'instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini. Quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, c'est mon île d'être ensemble. Vous
écoutez France Inter dans les oreilles. Gaëtan Roussel, je me jette à ton cou sur la playlist France Inter. Nous sommes en compagnie de Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Et vous remonterez sur scène à partir du 10 juin dans Roméo et Juliette de Rodolphe Nureyev. La billetterie n'est pas encore ouverte, mais guettez-la. Et qui sera votre partenaire ? Ce sera Léonard Bollac. Germain Louvet avec nous et Guillaume Meurice. Oui, alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une grande question. Alors, c'est une grande question. Y a-t-il une vie après la mort? Tout ça, voilà, ce type de grande question. Y a-t-il une vie à l'intérieur de Christophe Castaner? Est-ce qu'il reste du chardonnay au frais? Oui, voilà, des questions qu'on se pose tous les jours. Grande question. Ma grande question du moment, existe-t-il une écologie de droite? Ça me questionne. Parce qu'avant, je pensais que c'était comme un torero vegan ou Clara Dupont-Moreau qui paye un café. Voilà, que c'était des légendes comme ça qui se racontaient, mais que personne finalement avait vraiment vu en vrai. Écolo de droite, moi, je vous disais, c'est comme Nordal Lelandais quand il dit la non-violence ouvre les portes de l'amour universel. Bon, j'ai écouté une interview de Valérie Pécresse. Alors ça, je le dis, je le redis, le faites pas chez vous. Non, ça c'est vraiment, nous on est équipés, c'est notre métier, on a un suivi psychologique derrière, voilà. Donc je l'ai fait pour vous, elle a dit, il y a une écologie de droite. Elle a dit ça, Lara Oni des Hauts-de-Seine. Alors, existe-t-elle ou non en vérité dans la rue, dans la vraie vie? Alors je suis allé voir les gens ce matin pour mener ma petite enquête. L'écologie, elle est universelle, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré un écologiste de droite? Non. Vous n'en avez jamais vu? Des écologistes de droite, non. C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est une espèce assez farouche. C'est vrai, ils ont tendance à se planquer. Des fois, on croit qu'on en repère un comme ça, puis en fait, non, c'est François de Rugy qui s'était planqué derrière son manque de charisme. Alors, pour attraper l'écolo de droite, moi, je vous conseille une salade bio de chez Cogent à 18,90. Normalement, ça l'attire un petit peu. Il se laisse attraper, il se laisse approcher. Voyons voir. On peut parfaitement être de droite et écologiste. Je vois pas où est la contradiction dans ces deux termes. Voilà. Est-ce qu'on a un exemple d'écologiste de droite? Là, vous me piégez. Ah, repéré, merde. Ah, c'est compliqué, j'avais mis des branchages, pourtant je pensais qu'elle allait me répondre, bah oui, moi. Et là, j'étais prêt, là, j'aurais mis un sac en lin biodégradable sur la tête, et puis je l'aurais traîné, comme ça, on l'aurait exposé au Muséum d'Histoire Naturelle, entre le communiste macroniste, le Robert Russe, on l'appelle, et le gaulliste d'extrême droite, l'Éric Ciotti. Mais non, raté. Mais alors, je suis persévérant, j'ai tenté une autre approche, j'ai parlé ralentissement de la croissance économique. Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse ralentir la croissance. Parce que Mais alors, ça consiste en quoi l'écologie de droite? Une croissance verte. Attendez, il y a une piste là. Oh là là, il y a une touche. Alors, la croissance verte, tout le monde est à l'aise avec ça? Non, Clara est pas à l'aise. Croissance verte. On vous écoute, Maurice. Vous voyez le menu minceur à Pizza Hut? Voilà, c'est ça, la croissance verte, c'est ça. C'est avec le Coca Light et les pizzas 12 fromages, c'est pareil. Alors là, j'en tenais un, mais il n'a pas avoué. Ah, ils sont coriaces. Il m'a flairé. Les écolos de droite, ça a un instinct. Ça peut détecter un discours de Corinne Lepage à des kilomètres à la ronde. C'est vraiment hyper sensible. Allez, je continue. Je suis un peu pour l'écologie, voilà. Et est-ce qu'on peut être de droite et écolo? Oui, moi je suis de droite et je cherche des produits écologiques, si vous voulez, mais sans que ce soit excessif. Il faut que les produits soient écologiques, mais pas excessivement écologiques. Je fais attention, voilà. Ah, ça résiste. Hein. Là, je sens bien le coup. Là, elle a raison de faire attention en même temps. L'autre jour, moi, j'ai mangé une pomme sur un pommier même pas traité. Je me suis senti tout de suite ayatollah. J'avais envie de faire un attentat au tofu dans une station totale. La radicalisation, ça va très vite en termes d'écologie. Donc là, on est face à une personne de droite, tendance écologique, mais qui se méfie d'elle-même. Est-ce qu'on a affaire précisément à ce que je cherche depuis tout à l'heure? Une écolo de droite. J'achète un peu au stand écologique à l'intérieur, mais si je trouve autre chose autre part qui me convient, je le prends aussi. Je ne suis pas acharné à 100% à me balader avec mon petit sac en tissu, etc. Ça me barbe. Vous êtes une écolo de droite modérée? Tout à fait. Ah, on l'a. Pas évident, mais il faut batailler. C'est pas simple. Alors, faites-le chez vous, cet exercice, c'est intéressant. Vous avez peut-être dans vos familles des gens qui disent, par exemple, dis donc, il lui va bien ce petit polo à Yannick Jadot. Voilà, là, vous repérez l'écolo de droite tout de suite. Alors, n'oubliez pas le discours à tenir, parce que j'ai rencontré un maître en déradicalisation. Ne pas être un idéaliste extrémiste. Oula, est-ce que vous avez des exemples d'idéalistes extrémistes? Ceux qui sont contre la viande parce qu'on fait souffrir des animaux. Ouais. Est-ce qu'on ne fait pas souffrir des plantes quand on bouffe de la salade? Est-ce que vous avez pensé au cri de la feuille de laitue qui est attaquée par le vinaigre? Ah, gardez toujours en tête ce type d'argument qu'on retrouve dans tous les partis d'ailleurs, mais avec un écolo de droite, ça peut servir. Si jamais vous êtes débordé, que vous ne s'en sortez pas, cet argument peut marcher. Et puis après, n'hésitez pas, vous partez dans le racisme anti-blanc, le rôle de l'islam dans la recette du gâteau yaourt. Ça, bien sûr, non mais il y a des thématiques. Voilà. Ouais. Alors, si jamais vous en sortez pas, argument ultime sur les écolos radicaux. Oui, mais ils pètent eux aussi. Les écolos? Oui.
Ah bah oui, je pense. Bon, bah alors dans ce cas-là, ça produit du méthane. Voilà, bah là je pense que vous êtes parés, là vous avez tout ce qu'il faut. Hein, vous savez tout sur l'écolo de droite. À bientôt pour une autre question. Existe-t-il encore des socialistes de gauche? Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. On va pouvoir enchaîner avec un autre sujet de gauchias. À l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris est à l'image de la société. Il y a là un débat en cours qui n'est pas prêt de se terminer. Comment promouvoir la diversité, éviter les stéréotypes de genre. Bref, l'opéra mène une réflexion sur les œuvres sensibles du répertoire sous la houlette de son directeur général, Alexander Neff. C'est comme ça qu'on prononce? Ouais, Neff ou Nif. J'ai fait à la belge, moi, mais qui bouscule une partie du public conservateur et qui crie au danger et à l'appauvrissement, mon Dieu, du répertoire. Je ne vois quant à moi que quelques gentilshommes soucieux de préserver quelques valeurs essentielles comme le bien manger ou la bonne musique écoutée. Vous savez, Nicolas, le pluralisme, le métissage, je dis bravo et merci bien. Ce sont de nouvelles tendances qu'il faut encourager. Le lieutenant Sandernagor ne disait-il pas le raciste est un homme qui se trompe de cagoule? Attention, Nicolas, attention, que nos valeurs ne partent pas aux testicules. The right man's in the right place. Benoît Poulvord était Monsieur Manhattan sur Canal+. Alors, Le Figaro et Marianne sont vent debout. Il y a un article commun aux deux journaux qui parle de propagande inclusiviste à l'Opéra de Paris. Alors que, bon, d'après ce que j'ai compris, l'Opéra de Paris mène simplement une réflexion qui épouse les réflexions de la société sur le sexisme, le racisme, le genre. Voilà, quels sont les débats que vous avez entre vous? Est-ce qu'il y a vraiment des œuvres majeures du répertoire qui posent de véritables problèmes? Alors nous, les débats qu'on a entre nous, déjà... ça reste encore un début de réflexion et on avance petit à petit. J'ai envie de rassurer ces personnes que je comprends sont très troublées dans leur quotidien, que l'Opéra de Paris réfléchisse à ces sujets-là de chez Marianne et de Figaro. On ne mène pas une révolution rouge qui va renverser la scène. Pour l'instant, il s'agit de concilier, de réfléchir à comment on concilie un répertoire qui est fortement influencé par le romantisme de la fin du 19e. Donc, qui a été créé dans une époque, évidemment, le rapport entre les hommes et les femmes était totalement différent. Donc, et puis, on était en pleine période des colonies, donc avec toute cette courant exotiviste, qui pose une certaine esthétique. Et en fait, nous, de base, déjà, on travaille dans ces ballets et avec ces rôles qui ont été maintes fois refaçonnés par le temps. Actuellement, on danse beaucoup d'œuvres qui ont été créées donc à la fin du 19e par Marius Petipa, qui ont été refaçonnés par Rodolphe Nureyev lui-même il y a 30-40 ans. C'est le cas du Roméo et Juliette qu'on va danser en juin-juillet. C'est le cas du Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant, Don Quichotte, enfin presque tous nos grands ballets classiques. Donc je trouve que en ce moment se cristallise déjà l'idée que notre répertoire est figé. Il est immobile, il est immuable. Alors que la danse, en général, et le ballet, qui en fait partie, c'est le corps de quelqu'un qui vit aujourd'hui, qui va sur scène et qui propose une interprétation d'une histoire qui, elle, s'inscrit dans un autre contexte. Mais le contexte du corps qui parle et qui interprète, c'est le contexte d'une personne qui vit aujourd'hui, qui vit avec les problématiques qui l'entourent. Et aujourd'hui, avec des danseurs et des danseuses jeunes aussi. Donc Exactement. En plus, la moyenne d'âge à l'opéra, elle est autour de 25 ans. Donc voilà. Donc ça, c'était pour poser un peu la base. Et donc, évidemment que l'Opéra de Paris n'a pas échappé à la suite des réflexions qui sont issues du mouvement Black Lives Matter et de comment, dans notre institution, la diversité, elle prend forme. Évidemment, bon, il faut être aveugle pour ne pas voir que sur scène, on n'est pas encore représentatif de tout ce qu'est la diversité française aujourd'hui et même internationale. Et donc, ces réflexions, en fait, elles sont là pour apporter des clés pour que déjà les personnes présentes actuellement racisées ou qui se sentent qui font partie des minorités et qui se sentent parfois discriminées sur certains aspects, se sentent déjà plus à l'aise, se sentent respectées. Ça, c'est la base. Et on parlait tout à l'heure de discussion et de rapport les uns aux autres. C'est aussi pour être ensemble, pour vivre ensemble et puis pour parler au public. Le public, c'est pas une entité, elle encore une fois figée, qui ne bougerait pas, qui serait là à regarder le Lac des Cygnes de la même manière depuis 150 ans. Non. Donc en fait, nous, on parle de démocratiser l'art, démocratiser la danse et le ballet classique.
pour démocratiser, il faut pouvoir avancer sur ces sujets-là. Et ça peut être des toutes petites choses, ça peut être tout simplement les collants chers, qui sont en fait roses, qui ne sont pas adaptés à la carnation d'une danseuse métisse ou d'une danseuse noire, tout simplement. Ça, c'est un détail, mais par exemple, ce détail, il a été soulevé là, il y a un an. Et ça se niche dans les détails, hein, ces avancements. Ouais. Germain Louvet, en notre compagnie, danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui est donc en mouvement dans son répertoire. N'ayez crainte. Clara Dupont-Mono. Germain Louvet. Arabesque du cœur, demi-plié mental, fouetté intérieur, bonheur en première position. Voilà l'effet que vous me faites. Germain Louvet. Bon. En plus, le collant moulant, ça fait ménestrel. Ça me fait un truc. Mais Germain Louvet, nous aimons tous les deux la danse classique. Moi, je ne fais que la pratiquer. Vous la sublimez. Et c'est pourquoi j'ai choisi pour vous un bel ouvrage qui s'appelle Alicia. C'est une très belle bande dessinée qui est signée Eileen Hofer au scénario, Maya Langust au dessin et qui raconte la vie de Alicia Alonso. Alors Alicia Alonso, peut-être que vous la connaissez, Germain Louvet, bien sûr. Ce fut un monstre sacré de la danse classique. Elle est née en 1920 à La Havane et elle avait ceci de particulier qu'à l'âge de 22 ans, elle a quasiment perdu la vue. Elle a eu 3 opérations, elle a passé une année entière allongée, la tête coincée entre 2 coussins de sable, et malgré ça, elle est devenue une ballerine quasi aveugle. Personne ne pouvait imaginer qu'elle ne voyait rien. Nous lui mettions des lumières différentes aux extrémités de la scène pour qu'elle se repère, précise son homme de compagnie dans Alicia. Alors, Germain Louvet, vous avez peut-être fait l'expérience de danser les yeux bandés. Normalement, on tombe. Ouais, Quand on ne voit pas, c'est quand même très difficile de trouver son équilibre. Or, Alicia Alonso a enchaîné les ballets, dont le célèbre Giselle, jusqu'à ses 74 ans. Et elle est morte en 2019 à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui encore, pour ceux qui découvrent, on peut voir sur Internet cette brune qui enchaîne les fondus, les sauts, les échappées, avec une grâce ultra technique, des adages magnifiques. Et on appelle encore cette façon de danser le style école cubaine. Ce que n'évite pas cette bande dessinée, et c'est aussi toute sa valeur, c'est le versant contesté d'Alicia Alonso. Quand Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959, elle épouse totalement le castrisme et elle décide de faire de la danse un outil de propagande. Elle sait la mort des opposants à Fidel Castro, elle sait le tour de vis, mais elle nationalise sa compagnie de danse qui deviendra le Ballet national de Cuba, qui existe toujours. Elle dit dans la BD « Nous devons sortir victorieux de cette révolution ». Alors, bien sûr, elle règne seule sur le Ballet national de Cuba, d'une main de fer. Et il y a une scène où elle assiste à une répétition, alors qu'elle est aveugle. Elle voit les danseurs, entre guillemets, et elle s'énerve. « C'est n'importe quoi, il faut de la douleur, vous avez compris? De la douleur !» Voilà. Ambiance, elle était assez autoritaire. 2 cases montrent son mari qui va lui chercher une glace fraise-chocolat. Elle demande glaciale. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot vanille ?» De rien, ma chérie, merci. Mais Maya Langust, qui a ce trait très gracieux, très particulier, dessine Alicia Alonso telle qu'elle apparaissait, c'est-à-dire foulard, lunettes noires, rouge à lèvres, le visage très ovale et très long, une espèce de madone assez inflexible. À Cuba, elle est encore honorée comme une sainte. D'autres ne lui vouent pas le même culte. Dans la BD, un père de famille l'appelle la sorcière et il dit « Cette raciste a détruit la vie de ma fille. La pauvre gamine se rasait la tête pour camoufler ses cheveux crépus avant d'aller au ballet. » Alors, parce que toute la richesse de cette BD est aussi de suivre d'autres jeunes ballerines cubaines aujourd'hui qui se dépêtrent comme elles peuvent en fait avec le Cuba aujourd'hui, mais qui restent soudées quand même dans l'adoration d'Alicia Alonso. Je vous redonne les références. Alicia Prima Ballerina Assoluta de Eileen Hofer et Maya Langust est paru aux éditions Rue de Sèvres. Merci Clara Dupont-Mono pour ce choix, pour Germain Louvet, notre invité, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Juliette Arnaud, vous avez un dernier thème à lui soumettre. Danser ensemble, oui, mais à moins de 6 personnes et dans le respect des gestes barrières, youpi, youpi. Et ça fait des mois que ça dure. Ce week-end, certainement pour célébrer la fête du travail, les teufeurs ont donné du boulot aux forces de police. Aux 4 coins de France, il s'agissait de mettre fin aux free-parties illégales. Est-ce que la police et les teufeurs parlent la même langue? Réponse, pas trop. Est-ce que les teufeurs ont une idée du genre de police qu'ils souhaitent? Ah oui, tout à fait. Ouvrez, c'est la police! Putain, ils font chier. C'est la police de la fête! Bonsoir, alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel là? Laissez-nous rentrer, poussez-vous là, poussez-vous! Non mais... Il y a des gens qui nous ont appelés, on nous a dit qu'il y avait une fête ici. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben voilà, j'en étais sûr. Il y a que 2 personnes qui dansent. C'est quoi cette fête de merde? Il y a aucune ambiance, la musique est pas forte, personne ne danse. Il y en a même un qui dort. C'est lamentable. C'est toi le DJ, je vais te dire un truc mon gars. Si tes amis ne dansent pas, c'est que ta fête est ratée, c'est que ta fête est merdique. T'as compris, Mister DJ? C'était le message à caractère informatif de Nicolas et Bruno. Alors j'ai une question pour vous, Germain. Avez-vous déjà été dans une free party? Non, je crois pas à ma connaissance. Mais ça dépend de ce qu'on appelle une free party. Hein. Oui, je réponds comme Éric Zemmour, je me souviens pas. Est-ce que vous qui faites de la danse votre métier, voire votre religion laïque, bien sûr, est-ce que c'est une chose qui vous touche, l'idée de la free party, c'est-à-dire de la partie qui est en dehors de la boîte de nuit, de toute structure prévue pour? Oui, enfin, je pense qu'en fait, le rassemblement pour danser et pour faire la fête, outre période de pandémie, etc., l'acte en soi de faire la fête, il est hyper important. Et je pense que, en fait, en soi, ce que nous on fait sur scène, c'est juste une expansion de ce principe du corps qui danse, qui est un corps heureux et qui est un corps qui exprime. Et je pense que les gens, aujourd'hui, à travers la fête, c'est aussi ça qu'ils vont chercher, c'est l'abandon d'une certaine mesure, d'un certain contrôle, et de renouer avec des formes d'instinct et d'intuition. Est-ce que ça vous fait penser à Pina Bausch et à danser, sinon vous êtes perdu? Oui, disons que c'est en fait elle faisait danser presque l'inconscient à travers ses pièces. Elle allait chercher la névrose, la psychose à la fois de nos sociétés, mais à la fois de l'individu. Elle parlait à travers ça des hommes et des femmes. Elle parlait de sa génération en Allemagne, etc. Et je pense que oui. En fait, danser, c'est juste s'oublier un petit peu, mais s'oublier pas, oublier qui on est, s'oublier justement ce qu'on nous impose, oublier un petit peu les carcans, notre quotidien, etc. Et aller chercher... finalement, c'est un acte de résistance. Arrêter de faire un geste pour sa fonction première. Et puis, en plus, une free party, c'est en général en dehors de la légalité. Donc, c'est un acte de résistance. Danser, ça a toujours été un acte de résistance. De toute façon, un acte fort. Juliette, Clara, juste, quand vous êtes dans une free party comme ça, ou une boom, ou des choses comme ça, est-ce que vous arrivez à complètement lâcher prise? Non, mais une surprise party, vous voulez dire? Oui, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que une sauterie. L'acte de danser, votre métier, est quelque chose d'hyper millimétré, de calculé, rien n'est laissé au hasard. Un danseur qui danse pour le simple plaisir en lâchant tout, ça vous demande un petit effort ou ça vient tout seul? Non, enfin, déjà, en fait, c'est vrai que à la fois c'est millimétré par notre travail quotidien, mais en fait, nous, ce qu'on va chercher à travers le spectacle et à travers la scène, c'est justement la partie non millimétrée, c'est-à-dire que on a le travail quotidien et le travail du rôle et des répétitions qui va prendre la place qu'elle doit prendre pour que le spectacle fonctionne et que la chorégraphie se déroule. Mais tout ça, pour moi, c'est qu'une structure. C'est une structure dans laquelle nous, on va se libérer et et là je reviens à notre sujet précédent, et on va véhiculer à travers cette structure qui est la narration, qui est le décor, etc. On va véhiculer potentiellement qui l'on est, ce que l'on veut dire à travers ce rôle. Et c'est pas parce qu'on joue un rôle très hétéronormé d'un homme qui doit se marier avec une femme et qu'il la trompe et du coup elle meurt, parce que c'est un peu le principe de tous nos ballets classiques. C'est pas pour autant qu'on va pas exprimer qui on est sur scène et voilà. Cette émission aussi est millimétrée et Juliette Arnaud a un questionnaire pour vous, Germain Louvet. Sur l'échelle du danseur idéal, 10 étant Nureyev, bien sûr, 0 étant Jean-Michel Blanquer, ex-aequo avec Michel Sardou, vous vous situez à combien? Par rapport à Nureyev, mais en prenant la base de Jean-Michel... On est à 0 avec Jean-Michel Blanquer. Ouais, je m'éloigne le plus possible d'eux, mais je peux pas me mettre à égalité avec Nureyev. Non, donc on est à 9. Voilà, on est bien à 9, je pense. Quel danseur a le mieux parlé de la danse? Est-ce que c'est Nietzsche quand il a dit « Le danseur ne porte-t-il pas son oreille dans ses orteils » ou est-ce que c'est le Belge Stromae avec son sobre mais efficace? Alors, on danse? Alors, je pense qu'à leur manière, les deux ont tout à fait très bien parlé de la ex-aequo. Ouais, ex-aequo. Très bien. Quelle série pourrait vous inspirer une adaptation chorégraphique ou un ballet? Ah, intéressant. Je vais peut-être pas dire Parlement parce que ça va être compliqué. Mais non, allez, un peu plus fun, un peu plus macabre. Handmaid's Tale.
Faites-le. Vraiment, faites-le. Selon vous, qui autour de la table danse le mieux? Si vous me dites Guillaume Meurice, je vous crache au sein et je crache dans les plaies. Alors, j'ai envie de vous mettre ex aequo. Après, j'ai été très impressionné par la performance de mon voisin. Walidia, pardon. On a tous gagné sauf Guillaume. En quel homme politique de droite avez-vous suffisamment confiance pour faire le porté final de Dirty Dancing? Je pense Marine Le Pen, mais en l'air. Une dernière rapide. Très bien. Est-ce que être très à gauche à l'Opéra de Paris, c'est l'équivalent en termes d'expérience de vie d'être un sac Gucci posé sur l'épaule de Guillaume Meurice? Oui, je pense à peu près. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est spécial pour vous. Germain Louvet, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, qui nous a semblé trop courte évidemment. Danseur étoile à l'Opéra de Paris, on pourra vous voir dans Roméo et Juliette de Rudolf Nureyev. On croise les doigts. Ah oui, entre le 10 juin et le 10 juillet, allez voir quand la billetterie va ouvrir à l'Opéra de Paris et allez à l'Opéra. Merci beaucoup. Merci à tous, chers amis. On va se retrouver demain en compagnie du chanteur Ours. Il faudrait vraiment arrêter avec les noms d'animaux. Bravo Germain. Tu fais quoi là, chérie? Je suis sur le site de Vérissure pour me renseigner sur les alarmes. Et pourquoi? Pour protéger notre maison, notre famille, pour éviter de se faire cambrioler, pour dormir sur nos deux oreilles, pour partir en vacances l'esprit tranquille. Ça te suffit? Ah bah oui, t'as raison. Rendez-vous sur vérissure.fr